Avec les grands matchs reviennent les grandes palettes. C'est le retour de la palette donc pour un très grand match. Manchester City et Real Madrid, c'était la demi-finale retour de Ligue des Champions. Ça valait un épisode de ma palette à moi. Ma palette à moi, c'est un grand match, Manchester City et Real Madrid, donc aujourd'hui en 5 data, ou en tout cas 5 chapitres data. On commence avec le tableau de bord traditionnellement, et ensuite l'homme du match, le meilleur joueur qu'index, le fait du match et le chiffre du match. Tableau de bord. Quand il y a un score final de 4-0, très impressionnant, surtout entre deux équipes de ce niveau-là, forcément, on va être obligé de regarder dans le tableau de bord à l'intérieur des chiffres pour essayer de comprendre comment une telle différence a pu se faire entre ces deux équipes. Et parfois, il y a des faits de match, des aléas qui font qu'un score se creuse. Mais là, vous allez voir que tous les chiffres du tableau de bord confirment la très nette domination de Manchester City. C'était visuel, vous l'avez à travers la possession, 61%. Et encore, ça s'est affadi avec une deuxième période à peu près équilibrée sur ce chapitre-là. Le Real étant largement mené au score et dominé. La première période, le Real devait être à 20% au bout de 20 minutes de jeu et peut-être monter à 30, peut-être à peu près à la mi-temps et a fini à 39. Donc gros écart également pour les chiffres des tirs avec un écart considérable, 16 tirs à 6, 8 cadrés quand même pour Manchester City. Ça veut dire que Courtois a dû beaucoup travailler pour éviter que ce soit plus lourd que ce 4-0. Et puis ce sont surtout les XG. Les expected goals, les fameux expected goals qui sont assez spectaculaires parce que 4,68 contre le Real Madrid, c'est quand même assez rare qu'on se crée autant d'occasions de telle sorte qu'on peut dire que les buts ne sont pas venus par hasard, même si peut-être il y en a eu un de chanceux, notamment celui contre son camp de Militants. Mais pour le reste, ils sont surtout tout simplement la conséquence de multiples occasions de but pour Manchester City qui a abouti à ce chiffre de 4 buts marqués qui finalement se retrouve donc dans les expected goals. Côté Real, 1,11, ce qui est extraordinairement faible, mais encore plus faible si on considère qu'en première période c'est quasi 0, même si la frappe de Kroos a quand même touché la barre, on s'en souvient, mais en termes d'expected goals, c'est un tir de loin, donc c'est coté assez bas, si j'ose dire. Non, ce qui a fait l'essentiel de ce 1-11, c'est l'occasion de fin de match où Ederson sort 2 arrêts. Ça a fait monter le curseur. Il y avait déjà 3-0 et donc un suspense extraordinairement limité. Non, tout était du côté de Manchester City. Regardez les chances créées, 14-4, le nombre de passes, le nombre de centres, tout était en faveur d'un Manchester City royal. Royal, contre le Real, oui. Je sais. Après le tableau de bord, on va commencer par le plus difficile, c'est-à-dire trouver un fait du match. Quand il y a 4-0, évidemment, c'est pas évident de trouver un tournant ou un moment un peu clé dans une rencontre où finalement Manchester City aura marché sur le Real, en tout cas complètement en première période, un peu moins en deuxième, mais à l'arrivée, l'efficacité était au rendez-vous également, et donc le 4-0 final n'est absolument pas usurpé. Eh bien, on a trouvé quand même un tournant. Il se situe 2 minutes avant le 2-0. Le deuxième but de Bernardo Silva, le tir sur la barre de Toni Kroos, qui, sur un malentendu, parce que j'oserais dire ça, parce qu'à la 35e minute, le Real n'avait toujours pas tiré au but, avait été quasi inexistant dans le jeu. On peut dire que le Real jouait depuis 5 minutes, quoi. À partir de la 30e, ils avaient retrouvé un petit peu d'équilibre et surtout City menait déjà 1-0, donc laissait un petit peu plus venir le Real Madrid. Donc au bout de 5 minutes de jeu à peu près équilibré, pas plus, ils avaient juste rééquilibré à peu près le match, le Real. Ils ont eu cette opportunité, une frappe magnifique de Toni Kroos et un Ederson qui touche légèrement le ballon pour le mettre sur le dessus de sa barre transversale. Et si le Real avait marqué sur son premier tir, comme ça a été le cas au match aller, je vous rappelle que à peu près à la même minute, 30 et quelques, Vinicius avait marqué un but formidable, mais qui était le tout premier tir du Real depuis le début du match. Si le Real avait eu la même réussite, allez savoir s'il y a un partout, il n'y aurait pas eu un petit doute quelque part et un match un peu différent. On peut toujours le penser entre équipes de haut niveau, il y a toujours des aléas qui comptent. Allez, on a du mérite, on a trouvé un petit tournant du match.
On en vient très vite au joueur Kindex du match. Kindex, c'est notre indice de performance, donc, pour Corastat. Le joueur Kindex du match avec 8,3 sur 10. Donc une performance conséquente. Pas de surprise, c'est le Portugais Bernardo Silva, auteur des 2 premiers buts. Ça a largement pesé, bien sûr, pour ce score magnifique qui lui permet d'être le meilleur joueur du match d'un point de vue purement statistique. Et vous allez voir avec ces chiffres que tout cela n'est pas un hasard. Avant les chiffres d'ailleurs, un petit rappel parce que sa titularisation, notamment au tour précédent, peut-être moins là, parce que vu les performances qu'il avait réussies contre le Bayern, il n'y avait pas moins de doutes, mais au départ, on était un peu surpris que Mahrez ne soit plus le titulaire sur ce côté droit et que ce soit davantage Bernardo Silva, au profil un peu moins attaquant, semblait-il, avant qu'il marque 2 buts quand même dans cette demi-finale, ce qui, cela dit, était un peu les habitudes de Mahrez auparavant. Le PSG, malheureusement, s'en souvient très bien. Et donc Bernardo Silva a été un petit peu l'invité surprise de cette composition dans les tours précédents. Et puis là, bizarrement, ça n'était plus discuté et ce sera encore moins discuté, évidemment, après cette demi-finale. Il marque les 2 premiers buts, il a tiré 3 fois au but. Regardez les chiffres, 3 fois au but, 3 fois cadré. Courtois a fait un arrêt sur sa 3e frappe. Les 2 premières étaient cliniques, beaucoup de sang-froid sur la première où il y a un engagement offensif sur une passe absolument génial de Kevin De Bruyne, il est vrai. Et le deuxième est plein de sang-froid, de maîtrise sur un ballon qui lui revient et cette petite tête très dosée, très lobée pour arriver à tromper le défenseur qui était revenu sur sa ligne de but. Eh bien, c'est vraiment une performance de très haut niveau et l'activité que représente Bernardo Silva se retrouve dans les autres chiffres. 2e catégorie de chiffres, un peu plus défensifs, mais qui illustre remarquablement tout ce que fait tout le football incarné par Pep Guardiola, ce pressing permanent sur la relance adverse que Bernardo Silva incarne très bien. Il a commis 4 fautes, c'est pas étonnant, il était toujours en agressivité sur la relance. Il a aussi récupéré 11 ballons, donc des ballons assez hauts, et ça symbolise parfaitement la stratégie de Pep Guardiola et c'est un joueur un peu symbole. C'est d'autant plus étonnant qu'on parle beaucoup de son départ ces temps-ci. Alors il paraît qu'il s'ennuie à Manchester, ce qu'on peut comprendre d'un certain côté, mais c'est vrai que ce serait assez surprenant de le voir prendre une autre direction alors qu'il s'épanouit tellement, il correspond tellement bien au football pratiqué à Manchester City. Mais en tout cas, si le Paris Saint-Germain, par exemple, peut en profiter, ce serait vraiment pas de refus, car en termes collectifs et individuels, c'est un joueur à la fois d'une élégance, d'une intelligence et d'une performance absolument remarquable. Il l'a prouvé, il était l'homme du match, le meilleur joueur statistique, soyons précis, meilleur joueur statistique Kindex de ce match, Manchester City, Real Madrid. Alors je choisis toujours l'homme du match à ma guise, mais là, j'avoue que j'ai envie de vous faire participer parce que je suis très très embêté. Qui choisir comme homme du match? Bon, ok, le meilleur joueur du match, c'était le meilleur joueur Kindex par ailleurs, c'est Bernardo Silva, on n'en parle plus. Mais derrière, qu'est-ce qu'il faut choisir comme homme du match? Pas facile. J'ai revu le match ce matin et je me suis dit que Kevin De Bruyne avait finalement fait une première demi-heure assez exceptionnelle alors qu'il m'était apparu un peu en deçà, perdant beaucoup de ballons, notamment en 2e période. Il m'avait paru un peu en dessous de ses performances habituelles. Mais en première demi-heure, c'est extraordinaire comme le jeu de Manchester City dépend de lui. Il est à gauche, l'action va finir à gauche. Il est à droite, l'action va finir à droite. Il est dans l'axe, l'action va passer par l'axe. Il est en fait le détonateur de toutes les actions et tout passe selon la position qu'il occupe. Ça aurait pu être évidemment Hollande, l'homme du match, mais il se trouve qu'il a raté ses occasions par rapport à un Courtois qui a fait un énorme match. Ça aurait pu être lui l'homme du match, évidemment, malgré ses 4 arrêts de grande classe. Évidemment, les 4 buts encaissés ne plaident pas pour lui, comme du reste, on va éliminer évidemment des hommes du match venus du Real, parce que ce serait des critères négatifs. Ce serait pour dire que Modric n'était pas dans le rythme du match, ce serait pour dire que Benzema, décidément, n'est pas en ce moment dans sa meilleure forme et n'était pas non plus dans le rythme du match. Donc ce serait négatif et pour un grand match comme ça, évidemment, il vaut mieux louer la performance de Manchester City. Alors qui comme homme du match? Alors si on regarde Kindex, l'indice Kindex, c'est Akanji qui est le 2e joueur le mieux noté du côté Manchester City. Et ça peut se comprendre parce qu'il a fait juste une faute, il a perdu que 3 ballons alors qu'il a été très utile en relance. Il est sur 2 buts. Mine de rien, c'est pas mal. Presque buts, pardon.
un but qui est le CSC donc de Militant et la déviation pour la tête de Haaland, mais j'avais oublié qu'Haaland n'avait pas marqué parce que la faute à Courtois qui a fait un arrêt absolument de mutant. Mais bref, Akanji a été un joueur vraiment très considérable dans ce match, donc pourquoi pas. Ça pourrait être aussi Kyle Walker, dites-moi, parce que Kyle Walker, il a maîtrisé le danger Vinicius d'une manière extraordinaire. Il a éteint littéralement le Brésilien, qui est quand même l'attaquant numéro 1 de cette équipe du Real cette saison. Il a commis aucune faute, Kyle Walker. Il l'a battu dans les duels, il y a eu énormément de duels entre les deux hommes, et il n'a commis aucune faute. C'est quand même assez révélateur de son match. Que penser de Grealish, qui lui, c'est l'inverse, il fait commettre des fautes à l'adversaire, 5 fautes subies, 3 dribbles réussis sur 4, un match affirmé de Grealish qui était sur des actions de but aussi essentielles. Je sais pas. Et si finalement l'homme du match c'était Guardiola, tout simplement, parce que c'est lui qui orchestre tout ça. Parce que finalement, vous avez une équipe qui joue un football absolument exceptionnel. 4-3-3, 3-4-3 selon les phases de jeu avec Stones qui joue soit défenseur central quand le ballon est adverse, soit milieu quand il s'agit de construire et qui s'adapte parfaitement à cette position. Rodri a été phénoménal, c'est à mon avis à l'évidence le meilleur milieu de terrain défensif du monde. Il a peut-être surpassé déjà Busquets, en tout cas il est dans le même credo, le même niveau que le futur ancien joueur du FC Barcelone qui va prendre, si ce n'est sa retraite, mais qui va du moins quitter le football européen vraisemblablement. Bref, j'ai envie de vous dire que finalement, l'homme orchestre, c'est Pep Guardiola, qui a un mérite fantastique, car si vous prenez les hommes un à un, ils ont tous coûté cher, ça c'est vrai, parce que de toute façon, quand Manchester City achète un joueur, forcément il coûte cher, ça c'est la base, c'est comme le PSG, c'est comme le Real, le Barça, et voilà, quand ils achètent des joueurs, ces clubs-là, forcément, immédiatement, le prix monte considérablement. Et donc, tous ces joueurs ont été achetés cher, mais si vous les regardez un à un, vous dites pas que Akanji, que Walker, que Ruben Dias, pardon, que Rodri, c'est forcément des stars annoncées, que c'est une évidence que cette équipe va être fantastique. C'est pas une évidence, c'était pas si évident ou gravé dans le marbre de cette manière-là. Seul Haaland est venu peut-être en star, mais encore en jeune star, dont on avait même des doutes sur sa faculté de s'adapter aussi bien et de réussir aussi bien. Non, Pep Guardiola est tout simplement un génie, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Il restera comme un créateur, un homme capable d'instiller des idées qui sont reprises par les autres entraîneurs contemporains qui reprennent ces meilleures idées, et c'est lui qui les maîtrise le mieux et qui amène cette équipe de Manchester City une fois de plus, 2 fois en finale sur 3 années. L'année dernière, ça n'était que demi-finale. Il n'avait été à la tête de la qualification contre le Real que de la 2e minute du match aller à la 92e du match retour. Il n'a été qualifié que pendant 180 minutes contre le Real l'année dernière. Il aurait pu faire 3 finales de suite. Alors quand j'entends Guardiola, oui, mais il ne gagne plus la Ligue des Champions. Ah, c'est vrai, au palmarès, il n'y est pas. Enfin, aller en finale tous les ans. Pas si mal. Pas si mal. Bravo, monsieur Guardiola. Bravo. Légende. Homme du match, Pep Guardiola. Et on finit comme toujours avec le chiffre du match. Évidemment, c'est moi qui ai choisi ce chiffre. Et bien, le chiffre, c'est 14. Alors, ça n'est pas un hommage larvé à Johan Cruyff à travers Pep Guardiola. Non, pas du tout. La filiation entre les deux entraîneurs, oui, bien évidemment, elle existe. C'est pas du tout ça. 14, c'est tout simplement le nombre de buts que Manchester City a infligé à ses adversaires dans la phase finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire 8e de finale, 7-0 contre Leipzig. Très sévère ce jour-là. 3-0 contre le Bayern, assez sévère aussi ce jour-là. Et ce 4-0 contre le Real, qui par contre, lui, malheureusement pour le Real, était extrêmement logique. Ça fait en tout 7 plus 3 plus 4, ça fait 14 buts inscrits par Manchester City lors de ces 3 matchs de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. C'est évidemment très impressionnant. C'est encore plus impressionnant en contraste d'en avoir concédé aucun lors de ces matchs. Ça démontre
la plénitude qu'a atteint Manchester City visiblement dans son jeu, au cours de saison d'ailleurs, parce que ça n'a pas été une saison si facile que ça pour Manchester City, qui a longtemps été dans l'ombre d'Arsenal en championnat, et puis qui a retrouvé sa superbe dans la deuxième partie de saison, une fois que la Coupe du Monde a été avalée pour certains, une fois que Guardiola a trouvé cette astuce de Stones, mi-défenseur central, mi-milieu de terrain, et qu'il a modifié un peu sa tactique, une fois qu'il a trouvé ses hommes sur lesquels il pouvait compter, il a un peu modifié sa composition d'équipe. Bref, en ce moment, Manchester City marche littéralement et sur l'Angleterre et sur le football européen. Il reste quand même une finale, hein. Une finale, même contre l'Inter. Elle n'est pas gagnée d'avance. Méfions-nous toujours de ces rendez-vous un peu particuliers que sont les finales tout au bout de la saison, le 10 juin cette année. C'était très très loin dans la saison. D'ici là, City aura dû achever son championnat. Ça, je crois qu'ils vont y arriver sans trop de problèmes. Jouer quand même la semaine d'avant une finale de Cup contre Manchester United qui sera pas très pratique. Mais globalement, il faut le dire, l'équipe qui a dominé le football européen, c'est Manchester City. Et on doit leur dire merci, car très honnêtement, cette édition de la Ligue des Champions, pour moi, n'a pas été la meilleure, parce qu'il faut toute une alchimie pour avoir des grands matchs. Alors le Liverpool-Real, pendant une mi-temps, a été génial. Puis après, ça s'est affadi en deuxième, quand Liverpool a décroché, et il n'y a pas eu de match retour. Bayern-PSG, les deux matchs n'ont pas été passionnants, le PSG n'était pas à la hauteur. Et il n'y a pas eu de suspense en plus. Il y a eu un grand match pour moi, c'est Manchester City-Bayern pendant 1 heure. Ça a été un match absolument magnifique où le Bayern a regardé City dans les yeux, mais n'a pas pu transformer ça en but et du coup a dû céder assez nettement finalement à l'arrivée. Et puis la partie italienne, si j'ose dire, du tableau, on n'a pas forcément eu des grands matchs non plus. Non, je pense que ce Manchester Real, par sa dimension revanche de l'an dernier, a sans doute été un des matchs clés. Mais le chiffre clé, lui, c'est ce 14 qui quand même montre bien la domination actuelle de Manchester City dans le football européen. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir tous les épisodes précédents de ma palette à moi. On en a analysé des matchs, je viens d'en parler de certains d'ailleurs, les Bayern PSG, les City Bayern, etc. ont été analysés, les PSG Lens, etc. Tout ça, vous allez les retrouver dans le YouTube de Inemedia. Vous pouvez aller compulser tout cela et nous dire bien sûr ce que vous en pensez. Merci, à tout bientôt avec une palette à moi. À moi.